La copine de ton frère n'est pas à l'aise avec toi. Voilà les mots exacts que mes propres parents m'ont envoyés par texto. 3 petites heures. C'est le temps qu'il leur a fallu entre le moment où ils ont encaissé les 120 000 € qui représentaient toutes mes économies, et le moment où ils m'ont poignardé dans le dos. Ils ignoraient une chose, un tout petit détail qu'ils avaient oublié depuis 10 ans. Ils ne savaient pas que le nom sur l'acte de propriété de leur entreprise, ce n'était pas le leur. C'était le mien. Avant de vous raconter comment je suis entré dans cette maison et comment j'ai méthodiquement démantelé leur monde avec un simple dossier en carton, rendez-moi un service. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Très bien, entrons directement dans le vif du sujet. Le téléphone a vibré sur le comptoir en granit de ma cuisine, un son aigu et insistant dans le calme de mon appartement lyonnais. C'était un mardi. Rien de spécial. La ville bourdonnait à l'extérieur, et l'odeur du café frais commençait à peine à embaumer l'air. J'avais une conférence téléphonique dans 30 minutes et je suivais simplement les gestes d'une journée normale. J'ai vu le nom de mon père, Gérard, clignoter à l'écran et j'ai souri. Un sourire sincère, irréfléchi. Je me suis dit qu'il appelait pour s'extasier sur l'argent. Le transfert avait été effectué ce matin même. 120 000 €. Je voyais encore l'email de confirmation de la banque, ce nombre avec tous ces zéros qui me fixaient en retour. C'était la dernière pièce dont ils avaient besoin pour leur entreprise de rêve, une épicerie fine dans le beau quartier de la Croix-Rousse. C'est ça, Chloé, m'avait dit mon père au téléphone la semaine dernière, sa voix pleine d'excitation. Cet investissement fait de toi une associée à part entière dans notre héritage. Nous fêterons ça comme il se doit vendredi soir. Une véritable affaire de famille. Une associée à part entière. Ces mots signifiaient tout pour moi. Après des années à être le distributeur automatique de la famille, le soleil fiable en arrière-plan, cela semblait différent. C'était de la reconnaissance. Alors, quand j'ai vu son texto, j'ai décroché le téléphone, toujours en souriant, m'attendant à lire quelque chose comme « J'ai reçu l'argent. Tu es la meilleure fille du monde ». Mais le message était court, seulement 5 mots qui ressemblaient à une éclaboussure d'eau glacée, changement de programme pour vendredi. C'est tout. Aucune explication. Mon cœur a eu un petit coup d'anxiété, mais je l'ai refoulé. Les choses arrivent. Les gens sont occupés. J'ai rapidement tapé en retour, essayant de paraître désinvolte, pas de problème. Tout va bien ? Les 3 petits points qui signalent que quelqu'un est en train de taper sont apparus. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Mon estomac s'est serré. Cette hésitation en disait long. Finalement, le deuxième message s'est chargé. Il n'était pas long, mais il m'a coupé le souffle, le dîner est juste pour nous, et Lucas et Manon. Manon n'est pas à l'aise avec ta présence. Désolée. J'ai lu les mots une fois. Puis une deuxième fois. J'ai rapproché le téléphone de mon visage comme si la proximité allait changer leur sens. Manon n'est pas à l'aise avec ta présence. Manon, la petite amie de mon frère Lucas depuis peut-être 6 mois, une femme dont je n'étais même pas sûre du nom de famille. Son malaise, ses sentiments, venaient d'opposer leur veto à ma présence dans ma propre famille. Après tout ce que j'avais fait, après le chèque que j'avais signé ce matin même. Le mot « désolé » à la fin ressemblait à une insulte, un ajout bon marché et dénué de sens. Mon esprit, sans y être invité, a fait un bond en arrière de quelques mois, à la fête d'anniversaire de ma mère, Sylvie. J'étais en train de raconter une réussite professionnelle, une négociation complexe que j'avais menée à bien. Manon m'avait écouté avec un petit sourire crispé avant de m'interrompre en plein milieu de ma phrase, assez fort pour que tout le monde entende. « Chloé, tu parles toujours de travail, on dirait un homme. C'est peut-être pour ça que tu es encore célibataire, non ? Essaie de te détendre un peu. » Le silence s'était abattu sur la terrasse. J'avais senti le rouge me monter aux joues, un mélange de colère et d'humiliation. Avant que je puisse répondre, ma mère s'était précipitée aux côtés de Manon, lui tapotant le bras en riant. « Oh, Manon, tu es terrible », avait-elle dit, me jetant un regard qui signifiait « ne fais pas d'histoire ». Elle avait pris le parti d'une quasi-inconnue contre sa propre fille, en public. Cette humiliation publique,
combiné à ce texto, a provoqué une transformation étrange et terrible à l'intérieur de moi. Les années de ressentiment silencieux, les milliers de petites coupures et de compromis, le besoin profond et lancinant d'être valorisé, tout s'est mélangé, puis s'est refroidi. Cela s'est durci en quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la colère, ni de la tristesse. C'était une clarté froide, pure et terrifiante. Mon regard a dérivé à travers la pièce et s'est posé sur un coin poussiéreux de ma bibliothèque. Caché derrière une rangée de manuels de finances se trouvait un dossier en carton jauni, sa languette pliée et douce avec l'âge. Je ne l'avais pas touché, je n'y avais même pas pensé depuis près d'une décennie. Le nom du cabinet de notre ancien avocat, Maître Dubois, était imprimé sur l'étiquette, ainsi que les mots « Accord de partenariat commercial, Wilson et filles ». Je me suis dirigé vers l'étagère, mes mouvements raides et robotiques. J'ai sorti le dossier. Il semblait lourd dans mes mains, bien plus lourd que quelques feuilles de papier ne devraient l'être. J'avais signé ces papiers pour sauver ma famille. Je n'avais jamais imaginé que je les utiliserais un jour comme une arme contre eux. Mais alors que je me tenais là, le fantôme de leur trahison frais et cru, je savais que c'était exactement ce que je devais faire. Il venait de me rappeler la première règle du commerce, toujours protéger ses investissements. Je tenais ce dossier jauni dans mes mains, et je savais que ce n'était pas seulement du papier. C'était une arme. Et j'étais sur le point d'apprendre à m'en servir. Le soleil s'est couché, laissant derrière lui des nuages violets meurtris. Mon appartement, habituellement un sanctuaire, est devenu un tombeau. Je ne me suis même pas donné la peine d'allumer les lumières. Je me suis juste enfoncé dans le canapé dans l'obscurité croissante, le dossier en carton posé comme un pâle rectangle sur la table basse. Le silence était une présence physique. C'était le son d'une vie d'illusion qui se brisait tout à la fois. Chaque objet dans mon appartement semblait se moquer de moi. Le grand canapé confortable sur lequel j'étais assise? J'avais acheté un canapé presque identique à mes parents pour leur anniversaire de mariage il y a 2 ans. Le grand téléviseur à écran plat contre le mur? Un cadeau de Noël pour Lucas et Manon l'année dernière, parce que leur ancien était trop petit. J'avais lentement meublé leur vie avec la mienne, pièce par pièce, espérant que ma générosité serait prise pour de l'amour. Maintenant, être assise dans ma propre maison me donnait l'impression de visiter un entrepôt de ma propre folie. Mon esprit, sans y être invité, n'arrêtait pas de rejouer une seule scène, encore et encore. C'était il y a 15 ans. J'avais 18 ans et je tenais une épaisse enveloppe couleur crème dans mes mains tremblantes. Le logo de la prestigieuse école des beaux-arts de Paris était dans le coin supérieur. J'avais été acceptée, avec une bourse complète. Mon rêve n'était plus seulement un rêve, c'était une réalité tangible qui m'attendait. J'allais peindre, j'allais créer, j'allais être moi. Je me souviens de ma mère qui m'embrassait, de mon père qui me serrait la main, me disant qu'il était fier. Pendant 1 semaine, j'ai marché sur un nuage. Puis est venue la réunion de famille. Ils m'ont fait asseoir sur ce même canapé que j'ai plus tard remplacé pour eux. Mon père avait un dossier à lui, une brochure pour une école de commerce privée et coûteuse. Le « grand coup » de Lucas, comme il l'appelait. Chloé, commença mon père, sa voix résonnant d'une raison pratiquée, tu es notre artiste. Tu as un don, et les dons comme celui-là ne disparaissent pas. Tu peux aller à l'école d'art quand tu veux. Mais ça, intervint ma mère, montrant la brochure comme si c'était le Saint Graal, c'est une opportunité unique dans une vie pour ton frère. Une école qui le préparera pour la vie. Nous ne pouvons tout simplement pas assumer les frais de scolarité. Je me souviens de ma jeune moi essayant de discuter, mais la bourse, c'est pour cette année. Je ne peux pas la reporter. La famille, c'est le sacrifice, ma fille, dit mon père, son regard inébranlable. Tu es la sœur aînée, tu es responsable. Tu investis dans la famille, et la famille investira en toi. Nous te le compenserons. C'est une promesse. Promesse? Je m'étais accrochée à ce mot pendant 15 ans. J'ai renoncé à mon rêve pour que Lucas puisse poursuivre le sien. J'ai obtenu un diplôme pratique en finance. J'ai obtenu un emploi pratique dans une banque. Et la première chose que j'ai faite avec mon salaire pratique a été de commencer à payer pour le style de vie très peu pratique de Lucas. J'avais fait mon premier investissement dans la famille, et je versais des dividendes depuis.
Le souvenir s'est estompé, laissant un goût amer de vérité dans ma bouche. Je me suis redressée du canapé, mes articulations raides. Il était temps. Je suis allée à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, illuminant mon visage dans la pièce sombre. J'ai navigué vers le site web de ma banque, mes doigts se déplaçant avec un objectif sombre. J'ai cliqué sur l'onglet « Paiement programmé ». La liste qui est apparue à l'écran était longue. C'était l'architecture de la dépendance de ma famille, construite par moi, paiement après paiement, pendant des années. J'avais simplement laissé l'argent couler, essayant de ne pas penser au total. Mais ce soir, j'ai regardé. J'ai vraiment regardé. J'ai vu les 5 artères principales, pompant ma force financière directement dans la leur. Premièrement, le soutien mensuel Lucas, un dépôt direct chaque premier du mois de 2 500 € pour le loyer et les dépenses. Il avait 29 ans. Le souvenir attaché à celui-ci était vif. Lucas au téléphone il y a quelques années, riant, sérieux, Chloé, je ne sais pas comment les gens vivent sans une subvention de grande sœur. Tu es la meilleure. Il pensait que c'était une blague. Deuxièmement, le paiement automatique de la carte de crédit des Galeries Lafayette de ma mère, la « petite carte d'urgence », comme elle l'appelait. Je me souvenais qu'elle m'avait appelé le mois dernier, s'extasiant sur les nouveaux meubles de patio qu'elle avait achetés avec. Troisièmement, le leasing du nouveau Peugeot 5008 de mon père. J'en ai besoin pour l'entreprise, ma fille, avait-il dit, bien que je sache qu'il l'utilisait surtout pour aller à la pêche. Quatrièmement, le forfait de téléphonie mobile familiale Orange. 4 lignes, une facture. Ma facture. L'ironie était étouffante. Ils utilisaient les téléphones que je payais pour coordonner mon exclusion. Et cinquièmement, la plus importante. Le virement mensuel sur leur compte d'assurance vie. Je construisais littéralement un avenir pour les personnes qui ne voyaient pas d'avenir avec moi. Mon doigt planait au-dessus du bouton « Annuler » pour le virement de Lucas. C'était le point de non-retour. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé avec un message qui a tout changé. Le message qui s'est affiché sur mon téléphone n'était pas de mes parents ni de mon frère. Il venait de ma cousine, Sophie. Elle était infirmière, terre à accent grave terre, sans chichi, et profondément gentille. La seule personne de toute la famille qui semblait me voir comme une personne au lieu d'une ressource. « Salut toi », disait le message, « je prends juste de tes nouvelles. Ma mère vient de publier un tas de photos des nouvelles décorations dans le magasin de tes parents. Elle a dit qu'ils se préparaient pour un grand dîner de famille vendredi. Je me suis dit que tu serais là, alors j'allais te demander de leur dire bonjour pour moi. Je me suis dit que tu serais là. » Ces 6 mots ont fait plus de dégâts que toutes les insultes du monde. Il n'avait parlé de mon exclusion à personne. Il m'avait simplement effacé du récit, comme si je n'avais jamais existé. La cruauté désinvolte de la chose est ce qui a solidifié ma résolution. La vague de panique, la peur familière de l'abandon qui montait dans ma gorge, s'est retirée, remplacée par un calme glacial. Il ne m'avait pas seulement désinvité, il m'avait dépersonnalisé. Je me suis retournée vers l'écran de l'ordinateur portable. Ma main était stable maintenant. J'ai cliqué sur le petit lien bleu « Annuler » à côté du paiement de Lucas. Une petite boîte est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement programmé? J'ai laissé échapper une respiration courte et forte qui n'était pas tout à fait un rire. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien de toute ma vie, ai-je murmuré à la pièce vide. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Une petite coche verte est apparue. Le premier maillon de la chaîne était rompu. Une sensation de pouvoir, froide et propre, m'a envahi. Je n'étais plus une victime de leurs caprices. J'étais une actrice. Je prenais le contrôle. J'ai descendu la liste. La deuxième artère, la carte de crédit de ma mère. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait appelé, sa voix douce comme du miel, pour me parler d'un petit quelque chose qu'elle avait vu et qui serait parfait pour la maison. Je cliquais. Annuler. Confirmer. Troisièmement, le leasing du 5008 de mon père. L'image de lui, se pavanant au volant de ce véhicule que je payais, utilisant le prétexte de l'entreprise pour satisfaire son ego, m'a traversé l'esprit. Cliquer. Annuler. Confirmer.
Quatrièmement, le forfait téléphonique familial. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. Payer pour les outils de ma propre exclusion. C'était la dernière fois. Cliquer. Annuler. Confirmer. Enfin, l'assurance vie de mes parents. L'ultime investissement dans leur avenir, un avenir dont ils m'avaient clairement fait comprendre que je ne ferais pas partie. Mon doigt n'a même pas hésité. Cliquer. Annuler. Confirmer. C'était fait. Je me suis adossée à ma chaise, la lueur de l'ordinateur portable se reflétant dans mes yeux. La toile numérique que j'avais si soigneusement construite, ce système de support de vie financier, avait disparu. Je me sentais vidée, mais l'espace à l'intérieur de moi n'était pas rempli de chagrin. Il était rempli d'un sentiment de possibilité tranquille et dangereux. J'ai décroché mon téléphone pour répondre à Sophie. Salut Soph. C'est drôle que tu parles du dîner. Il se trouve que j'ai eu un changement de programme. Un grand. Je venais de couper les ponts financiers. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage d'appuyer sur ce bouton? Dites-le moi dans les commentaires. Je savais que le matin apporterait une tempête d'appels téléphoniques. Les retombées allaient arriver. Je pouvais déjà imaginer leur voix, un mélange de confusion, de colère et d'indignation. Ils allaient exiger des réponses, ils allaient exiger que je répare ce que j'avais cassé. Mais alors que mes yeux se tournaient vers le dossier en carton, toujours posé sur la table basse, je savais que la vraie tempête n'était pas ce qui allait m'arriver. C'était ce que j'étais sur le point de leur apporter. Le silence dans mon appartement était assourdissant. C'était le calme avant la guerre. Et pour la première fois, je n'avais pas peur. J'étais prête. Le premier coup de tonnerre allait bientôt frapper. Et ils n'avaient aucune idée de la foudre que je détenais. Le premier coup de tonnerre est arrivé à 9h15 précise le lendemain matin. J'étais à ma deuxième tasse de café, regardant par la fenêtre, ressentant un calme surnaturel quand mon téléphone a sonné. Le visage souriant de mon frère Lucas s'affichait. J'ai laissé sonner jusqu'à la 4e sonnerie avant de répondre. Je l'ai mis en mode haut-parleur et je l'ai posé sur le comptoir. Chloé, qu'est-ce qui se passe au juste, a-t-il lancé, sans même un bonjour. Sa voix était tendue de panique. Bonjour à toi aussi, Lucas, ai-je dit, ma voix calme et mesurée. Ne joue pas à des jeux avec moi. Mon propriétaire, Monsieur Dubois, vient de m'appeler, en hurlant pratiquement. Le paiement du loyer a été refusé. Il menace de me faire payer des frais de retard de 100 €. Ça a l'air stressant, ai-je noté, en prenant une gorgée délibérée de café. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre traiter mon manque d'empressement. Qu'est-ce que tu veux dire par « ça a l'air stressant » ? Tu as oublié de le payer ? Ton compte est à découvert ou quelque chose comme ça. L'idée que mes finances puissent être le problème était la seule explication que son esprit pouvait conjurer. Non, je n'ai pas oublié, Lucas. Et mon compte va très bien. Alors quoi ? Sa voix était un mélange de confusion et d'horreur naissante. Tu ne l'as juste pas fait ? Exprès ? C'est exact, ai-je confirmé. Pourquoi ? A-t-il crié, le mot arraché de lui. Mon loyer, Chloé. Mon assurance auto est du lundi. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Cela ressemble à une question de finances personnelles, ai-je dit, ma voix désespérément placide. Ce n'est plus mon problème à résoudre. Pas ton problème ? C'est ton problème depuis 10 ans. Tu t'en occupes toujours, a-t-il bafouillé, son sentiment d'avoir droit à quelque chose si profondément enraciné qu'il ne pouvait pas voir à quel point cela sonnait mal. Et c'était mon erreur, ai-je dit. Mais on apprend de ses erreurs. Je t'ai permis d'éviter les responsabilités, et ce n'était juste pour aucun de nous. Considère cela comme une occasion d'apprendre. J'entendais sa voix maintenant, un chuchotement aigu et venimeux en arrière-plan. Manon. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est ivre ? Demande-lui ce qui ne va pas chez lui. La voix de Lucas est revenue, passant de la panique à l'indignation vertueuse. C'est à propos du dîner, n'est-ce pas ? Mon Dieu, Chloé, grandis un peu. Ce n'était pas grave. Manon voulait juste une soirée tranquille.
Tu vas vraiment faire exploser nos vies pour quelque chose d'aussi insignifiant? Insignifiant. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Au revoir, Lucas, ai-je dit, et avant qu'il ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Un de moins. L'appel suivant, 1 heure plus tard, venait de mon père. Son ton était coupant et froid, celui qu'il utilisait pour les employés sous-performants. Chloé, je viens de parler à ton frère. Explique-toi. Il n'y a rien à expliquer, papa. J'ai apporté quelques modifications à mon budget personnel. Ton budget, a-t-il ricané. Ne sois pas ridicule. La carte de ta mère vient d'être refusée chez Carrefour. Elle avait un chariot plein. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant pour elle? Elle a une carte de débit de son propre compte bancaire, ai-je répondu d'une voix égale. Un compte qui est vide parce que nous avons tout versé dans le nouveau magasin, a-t-il rugi. Un investissement dans lequel tu es partenaire. L'accord est ce dont je veux parler, ai-je dit doucement. Il n'y a rien à dire. Tu es une fille. Tu as un devoir. C'est ainsi que tu me remercies? En embarrassant ta mère? Je vois cela comme 15 ans à tout payer, 15 ans à mettre ma propre vie entre parenthèses, 15 ans à être traité comme une fonction, pas comme un membre de la famille. Le dernier appel de la journée était celui que je redoutais le plus. Ma mère. Elle pleurait déjà quand j'ai répondu. Chloé, ma chérie, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe, a-t-elle sangloté. Quoi que nous ayons fait, nous sommes désolés. S'il te plaît, arrête ça. Arrêtez quoi, maman? Mais pourquoi, a-t-elle crié. Nous sommes une famille. Maman, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme, quand vous avez tous décidé que je ne devrais pas venir dîner, à qui était l'idée au juste? Elle a hésité. C'était une décision commune. À qui était l'idée, ai-je insisté. Sa voix a baissé, et les larmes ont été remplacées par un venin aigu et défensif qui a tout confirmé. Bien. C'était Manon. D'accord? Elle trouve que tu es possessive, que tu brandis ton argent au-dessus de nos têtes. Elle m'a prévenu que si nous te tenions tête, tu ferais exactement ça. Tu essaierais de nous ruiner pour nous punir. Et tu sais quoi? Elle avait raison. Mon Dieu, tu lui as donné raison. Le dernier clou dans le cercueil. Ma propre mère venait de me donner le rôle de la méchante dans un scénario écrit par une étrangère. C'est alors que mon père a rappelé, avec une voix de général. Réunion de famille vendredi soir. Chez nous. Tu seras là. J'ai répondu calmement, d'accord. Je serai là. Il ne savait pas que je n'y viendrais pas seule. Les 2 jours qui ont précédé le vendredi ont été surréels. Mon téléphone, qui avait été pendant des années une source constante de convocations et de demandes, est resté complètement silencieux. C'était un silence inquiétant, la respiration profonde qu'un prédateur prend avant de frapper. Je savais qu'ils se coordonnaient, qu'ils élaboraient des stratégies. Ils préparaient leurs discours, affinaient leurs points d'attaque, tous conçus pour me faire sentir petite, coupable et ingrate. Ils construisaient une cage d'obligations familiales, et vendredi soir, ils avaient l'intention de m'y enfermer. Ils n'avaient aucune idée que j'étais occupée à forger la clé. Jeudi après-midi, je suis entrée dans le bureau feutré aux boiseries de Maître Dubois. C'était un vestige d'une autre époque. Il portait une veste en tweed, ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés, et son bureau sentait le vieux papier, le cuir et la compétence tranquille. Il avait cessé de s'occuper de leurs affaires il y a quelques années, invoquant un désir de semi-retraite. Mais je savais que c'était parce qu'il n'aimait pas la direction que prenait mon père. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et des yeux tristes et avisés. Chloé, cela fait trop longtemps. Quand votre nom est apparu dans mon emploi du temps à côté des mots « accord de partenariat », j'ai eu le sentiment que ce n'était pas seulement pour dire bonjour. Je me suis assise dans le lourd fauteuil en cuir en face de son imposant bureau en acajou. J'ai fait glisser le dossier sur la surface polie. Maître Dubois, j'ai besoin de tout savoir. Pas d'ambiguïté. J'ai besoin de savoir exactement ce que ce document m'autorise à faire. Il n'a pas eu besoin de le lire. Il l'a simplement ouvert, ses doigts trouvant les pages clés par instinct. Il était l'architecte de ce document, après tout.
Il a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Vous souvenez-vous de ce jour, Chloé? Le jour où nous avons rédigé cela? Vaguement, ai-je admis. Je me souviens juste que j'étais désespérée d'empêcher mon père de faire faillite. J'aurais signé n'importe quoi. Je sais, a-t-il dit avec un soupir, et c'est précisément pourquoi je l'ai rédigé de cette façon. Votre père voulait que vous lui donniez les 80 000 € de l'époque en cadeau. J'ai refusé. Puis il a voulu que ce soit structuré comme un prêt avec un faible taux d'intérêt. J'ai refusé ça aussi. Il s'est penché en avant, son expression intense. Chloé, au cours de mes 40 années de pratique du droit, j'ai vu plus de familles déchirées par l'argent que par quoi que ce soit d'autre. J'ai vu la dynamique. J'ai vu combien vous avez donné, et combien ils ont pris. Je savais qu'un jour, ils vous pousseraient trop loin. Ce document, continua-t-il, ce n'était pas seulement un accord juridique. C'était un radeau de sauvetage. J'espérais juste que vous le verriez avant de vous noyer. Ces mots m'ont frappé plus fort que toutes les accusations de ma famille. Lui, un quasi-étranger, avait vu ma réalité plus clairement que moi-même pendant toutes ces années. La participation majoritaire de 51% est blindée, a-t-il poursuivi, tapant sur un paragraphe avec son doigt. Vous êtes l'associé majoritaire. Vous avez le vote décisif sur toutes les questions financières, toutes les décisions opérationnelles, et l'embauche et le licenciement de tout le personnel, y compris, et surtout, les associés minoritaires. Le poids de ces mots s'est installé sur moi. Donc, la nouvelle épicerie fine est également une filiale de l'entreprise d'origine? Exactement. Vous possédez 51% de tout cela. Le nom, l'inventaire, le bail de la propriété, tout. J'ai enfin compris. Je n'étais pas seulement une associée silencieuse. J'étais la propriétaire silencieuse. Ils organisent une intervention pour moi vendredi soir, ai-je dit, le mot ayant un goût absurde sur ma langue. Maître Dubois s'est permis un sourire mince et sombre. Ah oui? On dirait plutôt une assemblée générale des actionnaires imprévus. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire, Chloé? Je vais assister à leur intervention, ai-je dit, ma voix dure comme de l'acier. Mais j'ai besoin de munitions. J'ai besoin d'une déclaration formelle sur votre papier à en-tête, notarié et tamponné. Quelque chose qui résume ma position juridique dans un langage si simple que même un enfant pourrait le comprendre. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas contester. Excellente idée, a-t-il dit, son visage s'illuminant. Ce sera un plaisir de rédiger cela. Vous pourrez venir le chercher demain matin. Je suis sorti de ce bureau et dans le soleil de fin d'après-midi en ayant l'impression que ma colonne vertébrale avait été remplacée par de l'acier. Il préparait une intervention pour moi. Il ne savait pas qu'il se préparait en réalité pour une assemblée générale des actionnaires, dont j'étais la présidente. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents vendredi soir me donnait l'impression d'évoluer dans un rêve. Les virages familiers du quartier, le chêne dans lequel j'avais encastré mon vélo à 8 ans, tout cela faisait partie d'une vie qui ne me semblait plus être la mienne. Je me suis garé dans la rue, pas dans l'allée. C'était un petit acte de séparation, mais il me semblait important. Dans ma main, je serrais un nouveau dossier en carton impeccable, celui que Maître Dubois m'avait préparé. Il ressemblait moins à du papier qu'à un bouclier. J'ai sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement, comme si mon père attendait juste derrière. « Chloé, dit-il, sa voix un grondement sourd. Tu es là. Entre. » Je suis entré dans la maison, et la scène était exactement comme je l'avais imaginé. Un tribunal attendant l'accusé. Ils étaient rassemblés dans le salon. Mon père, Gérard, avait pris sa place habituelle dans le grand fauteuil en cuir capitonné, son trône. Ma mère, Sylvie, était perchée sur le bord du canapé, un mouchoir en papier froissé à la main, son visage un masque de chagrin étudié. À côté d'elle, Lucas et Manon étaient assis si près qu'ils ressemblaient à une seule entité, le bras de mon frère drapé de manière possessive autour d'elle. Il me regardait avec une colère sourde, comme si j'étais quelque chose qu'il avait raclé de sa chaussure. Et pour compléter le cercle se trouvait ma tante Hélène, la sœur de mon père, assise maladroitement sur une chaise de salle à manger. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine et désapprobatrice, et ses yeux me scrutaient, cataloguant mes défauts. « Tu es en retard » a grogné mon père. C'était sa salve d'ouverture.
Je suis à l'heure, ai-je répondu calmement, en jetant un coup d'œil à ma montre. J'ai choisi de rester debout. Assieds-toi, Chloé, a-t-il ordonné, en désignant de la tête la seule chaise en bois vide qu'ils avaient placée directement en face de tous. La chaise d'interrogatoire. J'ai obtempéré. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant, épais d'années de ressentiments inexprimés. Mon père s'est penché en avant. Nous sommes tous réunis ici ce soir, Chloé, parce que nous t'aimons, et parce que nous sommes profondément préoccupés. Ton comportement cette semaine a été blessant et destructeur. Tu as causé des nuits blanches à ta mère. Tu as mis en péril la stabilité financière de ton frère. Et tu as fait preuve d'un manque choquant de gratitude et de respect envers cette famille. Tante Hélène avait hâte d'intervenir. C'est plus qu'un manque de respect, Gérard, dit-elle, sa voix aiguë et tranchante. C'est une trahison. Nous savons tous que Chloé a toujours été sensible. Un peu théâtrale. Mais ça? Cette froideur, cette cruauté, de retenir de l'argent à ta propre famille après qu'elle t'a tout donné, c'est pathologique. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot opportun. Je ne sais tout simplement pas où nous avons mal tourné, a-t-elle murmuré. Nous t'avons donné une si belle vie, et tu nous la rejettes à la figure à cause d'un minuscule malentendu. Un minuscule malentendu. Voilà encore cette minimisation délibérée de la blessure. Manon, jouant son rôle à la perfection, a baissé les yeux sur ses genoux, tamponnant une larme inexistante. Puis ce fut au tour de Lucas. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu sais ce que tu as fait? J'ai dû annuler un week-end de ski à Chamonix avec Manon à cause de toi. Un week-end que j'avais promis. Tu sais à quel point elle l'attendait? Tout ce qui t'importe, c'est toi-même. Tu es juste jalouse parce que je suis heureux et que toi, tu es seule. Sa déclaration, si absurde et égocentrique, a failli me faire rire. Un week-end de ski. C'était donc ça, la mesure de sa détresse. J'ai laissé les mots me submerger. Ce n'était plus des pierres, ce n'était que du bruit. J'étais froide, j'étais égoïste, j'étais ingrate, j'étais instable. J'ai écouté mon expression illisible jusqu'à ce qu'ils finissent par se calmer, leurs accusations planant dans l'air comme de la fumée. Ils me fixaient tous, leurs expressions mélangeant colère et attente. C'était la partie où j'étais censé craquer, m'excuser, promettre d'être meilleur et de réactiver les virements. J'ai laissé le silence s'étirer, les mettant mal à l'aise. Puis, j'ai pris une respiration lente et délibérée. Le silence est retombé, lourd de leurs accusations. Ils me fixaient, attendant que je craque. J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez fini? Ai-je demandé, d'une voix si calme qu'elle en était glaciale. La partie d'échecs était sur le point de se terminer. Ma question simple, vous avez fini, a flotté dans l'air tendu de la pièce, désarmant leur attaque coordonnée. Les yeux de mon père se sont plissés. Nous aurons fini quand tu arrêteras cette crise de colère et que tu recommenceras à te comporter comme une fille responsable. Une fille, ou une banque, ai-je rétorqué, la question tranchante et pointue. Ne sois pas insolente, a-t-il grondé. Il s'agit de ta responsabilité envers cette famille, et envers l'entreprise familiale. Ah, ai-je dit, une lueur de quelque chose qui ressemblait à un sourire touchant mes lèvres. L'entreprise. Bien. J'espérais que nous pourrions en parler. Je me suis penché en avant et j'ai placé le dossier impeccable de Maître Dubois sur la table basse, au centre du cercle. Le bruit sec de son atterrissage les a tous fait tressauter. Qu'est-ce que c'est que ça, a ricané tante Hélène. Encore une de tes absurdités comptables? D'une certaine manière, ai-je dit, les yeux fixés sur mon père. C'est un document commercial. Un accord de partenariat. Vous vous en souvenez, papa? Du 14 mai 2015. Le jour où je vous ai donné 80 000 € pour sauver l'entreprise de la faillite. Le visage de mon père s'est figé. C'était un geste de bonne volonté. Un prêt familial. Non, ai-je dit en secouant lentement la tête. Non, ce n'était pas ça. Nous avons été très précis. Ou plutôt, mon avocat l'a été. J'étais juste une gamine essayant d'aider son père, mais il était un professionnel protégeant sa cliente. Je me suis penchée à nouveau en avant, ma voix baissant,
devenant plus personnelle. Vous savez, je suis venue ici ce soir, prête à parler de sentiments. Je voulais parler de respect. Je voulais comprendre comment les gens qui sont censés m'aimer inconditionnellement pouvaient me dire que ma présence était conditionnelle aux caprices d'une étrangère. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots, un bord brut de douleur que je ne pouvais pas tout à fait réprimer. Tout ce que j'ai toujours voulu de vous tous, c'était une place à la table. Mais vous avez clairement indiqué qu'une discussion sur la famille est impossible. Alors, vous avez raison. Parlons affaires. J'ai sorti une seule feuille de papier du dossier. C'était la déclaration du bureau de Maître Dubois. Le papier a en tête officiel brillant sous la lumière de la lampe, le sceau en relief du notaire un cercle sombre en bas. Ceci est un résumé notarié de l'accord que vous avez signé, papa, ai-je dit, ma voix maintenant claire et forte, toute trace d'émotion disparue. Je vais lire la partie pertinente. En échange de l'apport de capital fourni par Chloé Wilson, le dit capital étant essentiel à la poursuite des activités de l'entreprise, Chloé Wilson recevra une participation majoritaire de 51% dans la société Wilson et Filles. J'ai marqué une pause pour laisser les mots s'imprégner. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence d'un univers qui s'effondre. Ma mère me fixait, la bouche légèrement ouverte. Lucas regardait de moi à son père, une confusion totale sur son visage. Tante Hélène avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mais mon père, le visage de mon père s'était vidé de toute couleur. C'est un mensonge, a-t-il balbutié, sa voix faible. Vraiment, ai-je rétorqué, en poussant le document sur la table vers lui. Regardez votre propre signature. Regardez le sceau du notaire. Ce n'est pas votre entreprise que vous ruinez avec vos dépenses. Ça ne l'est plus depuis 10 ans. C'est mon entreprise. Vous n'êtes que le gérant. C'est ce qui l'a brisé. Le mot « gérant ». Manon a été la première à retrouver sa voix, stridente de fureur. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de la folie. Nous allons nous battre. J'ai tourné toute mon attention vers elle, calmement. Premièrement, j'ai déjà le meilleur avocat, celui qui a rédigé le document que vous voulez contester. Deuxièmement, et plus important encore, qui êtes-vous, exactement? Vous n'êtes pas une Wilson. Vous n'êtes signataire d'aucun accord. Dans le contexte de cette entreprise, et de cette discussion, vous n'êtes rien. Votre opinion est notée, et rejetée. La couleur a quitté son visage. Elle a lancé un regard désespéré à Lucas, mais il ne bougeait pas, me fixant comme s'il me voyait pour la première fois. Le visage de mon père s'est décomposé. Il s'est levé d'un bond, le visage déformé par la fureur, hurlant « Tu m'as piégé ». Je me suis levé à mon tour, pour lui faire face. « Non, papa. Je ne t'ai pas piégé. Je t'ai sauvé la vie, encore et encore. Je voulais juste être votre partenaire. Je voulais être votre fille. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Maintenant, en tant que présidente du conseil d'administration, laissez-moi vous parler de vos futurs emplois. » Les échos de la rage de mon père se sont éteints, laissant derrière eux un silence retentissant. L'expression « vos futurs emplois » planait dans l'air électrique et étranger. C'était une phrase tellement en dehors de leur réalité que pendant un moment, ils ne pouvaient que me fixer, leurs esprits luttant pour comprendre le changement cataclysmique qui venait de se produire. Tante Hélène a reconnu une bataille perdue d'avance. Avec un reniflement de dégoût, elle a attrapé son sac à main. « Eh bien, je vois que je ne suis pas nécessaire ici », a-t-elle annoncé à la pièce. « Appelez-moi quand vous aurez tous cessé d'être complètement fous. » Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée sans même prendre la peine de dire au revoir et est sortie. La retraite de la cavalerie a signalé la fin de la guerre. Maintenant, il n'y avait plus que moi et eux. La famille brisée. Je les regardais, blottis ensemble sur le canapé. Mon père, dégonflé. Ma mère, pleurant ouvertement maintenant, ses sanglots rauques et désespérés. Mon frère, perdu dans un brouillard de confusion. Et Manon, silencieuse pour la première fois, le visage dur de réalisation. Soyons très clairs, ai-je dit, ma voix calme et décisive, la voix d'une PDG énonçant la loi. Voici ce qui va se passer maintenant. L'entreprise Wilson et Filles ne sera pas dissoute. L'épicerie fine restera ouverte.
Une lueur d'espoir a traversé les yeux embués de larmes de ma mère. Vous deux, ai-je dit en faisant un signe de tête vers mes parents, on vous proposera des contrats de travail. Vous serez co-gérant du point de vente. Pour ce travail, vous recevrez un salaire juste, au prix du marché. Je déterminerai le chiffre exact après avoir consulté un expert du secteur. Vos fiches de paie seront déposées directement toutes les 2 semaines. Vos performances, cependant, seront soumises à mon examen. J'ai laissé les mots atterrir. L'entreprise ne financera plus vos vies personnelles. Le leasing de ce Peugeot 5008 dans l'allée sera résilié à la fin du mois. Papa, tu pourras utiliser ton salaire pour acheter un véhicule plus abordable. Les cartes de crédit qui étaient liées à mes comptes ont été annulées. Maman, tu devras vivre selon les moyens de ton nouveau revenu. Ce n'est pas négociable. Ma mère a laissé échapper un cri étranglé, comme si je venais de lui couper l'air. Enfin, je me suis tournée vers mon frère. Je l'ai regardé, et pendant un éclair, j'ai vu l'enfant avec lequel j'avais grandi, pas l'homme qu'il était devenu. Ma voix s'est adoucie, juste un instant. Lucas. Tu n'es pas un employé de cette entreprise. Tu n'as aucun rôle ici. Le soutien financier que tu as reçu de moi toute ta vie d'adulte est terminé, avec effet immédiat. Je te souhaite sincèrement la meilleure des chances pour trouver un emploi et bâtir une vie pour toi-même. Je me suis penchée et j'ai ramassé mon dossier sur la table basse. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais exposé le nouvel ordre mondial. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, mes pas résonnant dans le silence stupéfait. Ma main était sur la poignée de porte quand la voix de ma mère, épaisse et brisée, m'a interpellée. Chloé, pourquoi? Après tout ce que nous avons fait pour toi, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? L'audace pure et stupéfiante de cette question, même maintenant, était ahurissante. Je me suis arrêtée, le dos toujours tourné vers elle. J'ai tourné légèrement la tête, juste assez pour parler par-dessus mon épaule. Tu poses la mauvaise question, maman, ai-je dit, ma voix dépourvue de chaleur, pleine d'une triste finalité. La vraie question est, comment avez-vous pu faire ce que vous avez fait à votre propre fille? Vous m'avez retiré votre invitation. Vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue. Vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes derniers mots s'installer. Tout ce que j'ai fait ce soir, c'est finalement vous croire. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans l'air froid de la nuit, la refermant doucement derrière moi, sans un bruit. La rage était partie. En bas de la rue, j'ai vu les phares d'une voiture clignoter 2 fois. C'était Sophie. Je n'étais pas seule. La guerre était finie, mais la reconstruction ne faisait que commencer. Les premières semaines après l'intervention ont été le silence le plus bruyant que j'ai jamais connu. Mon téléphone, autrefois un barrage constant de besoins familiaux, était complètement silencieux. Pas d'appel en colère, pas de SMS larmoyants, pas d'exigence. C'était comme si la famille Wilson, telle que je la connaissais, avait tout simplement cessé d'exister. Le vide était dérangeant, mais en dessous se trouvait un socle de paix que je n'avais pas ressenti dans ma vie d'adulte. Je n'étais plus de garde. Je n'étais plus la réparatrice désignée. J'étais juste moi. Je me suis tenue à ma parole. Une semaine après la réunion, Maître Dubois a envoyé à mes parents des contrats de travail officiels par courrier recommandé. Les contrats étaient standards, décrivant le rôle de co-gérant, leur salaire, que j'avais fait évaluer par des professionnels comme étant équitables pour leur secteur, et leurs responsabilités. Ils comprenaient également une clause stipulant que toutes les dépenses commerciales importantes de plus de 500 € nécessiteraient mon approbation écrite. Pendant 5 jours, il ne s'est rien passé. J'ai commencé à me demander s'ils allaient simplement s'en aller, abandonnant le magasin par fierté. Puis, le 6e jour, une enveloppe impeccable est arrivée à mon appartement. À l'intérieur se trouvaient les contrats signés. Aucune note incluse. C'était une reddition. J'ai engagé un ancien collègue de confiance, un comptable à la retraite nommé Alain, pour devenir mes yeux et mes oreilles. Nous avons organisé un appel vidéo hebdomadaire pour passer en revue les ventes, l'inventaire et tout problème opérationnel. C'est différent ici, Chloé, m'a-t-il dit lors de notre premier appel, sa voix basse. Ils sont calmes. Ils entrent, ils font le travail, ils rentrent chez eux.
Plus de déjeuner de 3 heures sur la carte de l'entreprise, plus d'emprunt à la caisse enregistreuse pour une escapade de week-end. L'entreprise, libérée du drain parasitaire des dépenses personnelles de mes parents, a commencé à prospérer. Pour la première fois de son histoire, elle était réellement rentable. Vous savez, ce silence était à la fois étrange et libérateur. Pendant des années, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et soudain, plus rien. C'était le début de ma nouvelle vie. Et vous n'allez pas croire ce que j'ai fait en premier. La nouvelle liberté dans ma propre vie était enivrante. Mon compte bancaire personnel, qui ne perdait plus d'argent, a commencé à croître. Un jour, en regardant le solde, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai réservé un vol pour Florence, en Italie, pour 2 semaines. Juste pour moi. Debout dans le Forum romain, j'ai ressenti le poids de l'histoire, mais ce n'était rien comparé au poids qui avait été enlevé de mes propres épaules. Dans un petit atelier de poterie florentin, j'ai suivi un cours d'une journée et j'ai senti l'argile humide tourner sous mes mains. Le pot que j'ai fait était maladroit et épais, mais le sentiment de créer quelque chose de mes propres mains, pour aucune autre raison que la joie, était une révélation. C'était un murmure de l'artiste de 18 ans que j'avais enterré il y a si longtemps. À mon retour à Lyon, j'ai transformé ma chambre d'amis en studio. J'ai acheté des toiles et des peintures, et j'ai commencé à récupérer cette partie perdue de moi-même. Les premières peintures étaient brutes et chaotiques, pleines de rouge et de noir en colère, mais lentement, d'autres couleurs ont commencé à apparaître, des bleus, des verts, même des jaunes. J'ai rejoint un club de randonnée dans les Alpes. Je me suis fait des amis, des gens qui me connaissaient comme Chloé, la fille qui racontait des blagues terribles et qui était étonnamment bonne au Trivial Pursuit, pas Chloé, le guichet automatique familial. J'ai appris à parler aux gens sans le calcul subconscient de ce qu'ils pourraient avoir besoin de moi. J'ai appris à juste être. La vie était belle, calme. J'avais presque oublié le chaos. Jusqu'à ce qu'un soir, 8 mois plus tard, je reçoive un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil m'a laissé sans voix. Allô, ai-je dit, méfiante. Il y a eu une hésitation, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 8 mois a parlé. Chloé. C'est Lucas. Je me suis figée. J'ai pensé que tu avais bloqué mon ancien numéro, a-t-il ajouté rapidement. C'est un nouveau téléphone prépayé. C'est tout ce que je peux me permettre. Il a laissé échapper un rire sec et sans humour. Un silence glacial s'est installé. Je me suis préparée à une demande, une nouvelle tentative de manipulation. Que veux-tu, Lucas, ai-je demandé, ma voix neutre comme une plaque de verre. Rien, a-t-il dit, si vite que les mots se sont bousculés. Je jure. Je ne veux rien. Je devais juste appeler. Il a pris une respiration tremblante. J'ai trouvé un travail. J'ai écouté, ne disant rien, attendant la suite. En fait, je suis manutentionnaire dans un entrepôt Carrefour pendant la journée. Et je suis plongeur dans un bouchon lyonnais 3 soirs par semaine. Le contraste entre l'homme qui se plaignait d'un week-end de ski annulé et celui qui décrivait maintenant ses mains écorchées par le travail était si frappant qu'il en était presque surréaliste. C'est dur, Chloé, a-t-il admis, sa voix calme, presque un murmure. Je suis épuisé tout le temps. Mes mains sont toujours à vif. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment fatigué de travailler. Il a fait une pause, et je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, comme s'il appelait depuis une rue. Manon m'a quitté, a-t-il lâché. Il y a environ 6 mois. Dès qu'il est devenu clair que le train d'argent avait quitté la gare pour de bon. Elle m'a dit que je n'avais aucune ambition, a fait ses valises pendant que j'étais à mon poste à l'entrepôt, et elle a pris la télé. Celle que je vous avais achetée pour Noël, ai-je dit, incapable de m'en empêcher. Ouais, a-t-il dit, une note d'acceptation sombre dans sa voix. Celle-là. Il est resté silencieux pendant un long moment, et je me suis demandé où il voulait en venir. Tu sais, pendant un certain temps, j'étais en colère. Contre elle, contre papa et maman, contre toi. Mais surtout, j'avais juste peur. Je n'avais aucune idée de comment faire quoi que ce soit. Comment payer une facture, comment budgétiser pour les courses, comment être un adulte. Quand il a parlé à nouveau,
Sa voix était épaisse d'une émotion que je n'avais jamais entendue de sa part. La honte. Chloé, je comprends maintenant. J'y pense tous les jours pendant que j'empile des boîtes ou que je frotte des casseroles. Toutes ces années, tu ne me donnais pas seulement de l'argent. Tu me donnais ma vie. Et je ne l'ai même jamais vue. Je l'ai juste pris. J'étais un sensu égoïste et inutile. Un enfant gâté. Les mots sont sortis, bruts et non filtrés. Et quand tu as eu besoin de nous, quand tu voulais juste un peu de respect, j'ai laissé ma copine, une femme que je connaissais depuis 5 minutes, te traiter comme de la merde. Et je suis restée là, et je n'ai rien dit. Je suis tellement désolée, Chloé. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes que je n'attendais pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il continué, sa voix se brisant. J'avais juste besoin de le dire. Les excuses que je n'avais jamais pensé entendre. Cela n'a pas guéri comme par magie 15 ans de négligence et d'égoïsme, mais c'était quelque chose. C'était une fissure de lumière dans une pièce sombre. Merci d'avoir appelé, Lucas, ai-je dit, ma propre voix étonnamment épaisse. Ouais, d'accord, a-t-il dit, comme s'il était soulagé. Je devrais y aller. Je dois être debout à 4 heures du matin. Et Lucas, ai-je dit avant qu'il ne puisse raccrocher. Ouais. Continue comme ça, ai-je dit. Tu fais le travail difficile. Ça va aller mieux. Merci, Chloé, a-t-il murmuré. Toi aussi. Il a raccroché. Je suis restée dans mon appartement calme, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur. La famille que j'avais connue avait disparu à jamais. Mais à sa place, quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, commençait peut-être à pousser dans les décombres. Ce n'était pas encore le pardon, mais pour la première fois, c'était de l'espoir. Et cela m'a amené à la conclusion la plus importante de ma vie. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai mesuré ma valeur à la quantité de moi-même que je pouvais donner aux autres. Je pensais qu'être une bonne personne, une bonne fille, une bonne sœur, signifiait n'avoir aucune limite. Cela signifiait que mes besoins étaient toujours secondaires, que mes rêves pouvaient toujours être reportés, et que mon compte bancaire était un service public que ma famille pouvait utiliser à sa guise. J'ai construit une personnalité entière autour du fait d'être la personne fiable, la réparatrice, le roc. Mais le problème avec le fait d'être le roc, c'est que les gens oublient que vous pouvez être érodé, ébréché, et finalement, brisé. Le jour où j'ai reçu ce texto, le jour où mes propres parents m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue à leur table, j'ai eu l'impression d'une mort. Et d'une certaine manière, c'en était une. C'était la mort de la fille naïve et complaisante que j'avais été pendant 35 ans. Mais c'était aussi une naissance. C'était la naissance douloureuse, désordonnée, mais absolument nécessaire de la femme que j'étais censée devenir. Affronter ma famille dans ce salon n'était pas un acte de vengeance. La vengeance est une émotion chaude et désordonnée. Ce que j'ai ressenti ce soir-là était froid et précis. C'était un acte de survie. C'était tracer une ligne dans le sable et défendre cette ligne avec tout ce que j'avais. C'était la chose la plus difficile, la plus douloureuse que j'ai jamais faite. C'était comme sectionner un membre pour sauver le corps. Il y aura toujours une partie de moi qui pleurera la famille que j'aurais souhaité avoir. Le genre de famille qui aurait défendu mes rêves d'école d'art, célébré mes succès sans envie, et m'aurait offert une place à leur table non pas par obligation, mais par amour. Mais j'ai appris l'une des leçons les plus difficiles de l'âge adulte, vous ne pouvez pas obliger les gens à vous valoriser. Vous ne pouvez pas acheter leur respect ou gagner leur amour par une simple générosité. Vous ne pouvez que fixer votre propre valeur et refuser d'offrir des rabais à qui que ce soit, famille ou non. Parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de vous en aller. Parfois, vous devez être prêt à brûler un pont, non pas pour regarder le monde brûler, mais pour utiliser la lumière du feu pour trouver votre chemin dans l'obscurité. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme que je reconnais. Ce n'est pas la gamine souriante et facile à vivre des vieilles photos. Il y a de nouvelles rides autour de ses yeux. Elle a des cicatrices. Mais ses yeux sont clairs. Elle se tient droite. Elle est la propriétaire de sa propre vie. Les pots maladroits de mon cours de poterie sont posés sur ma bibliothèque, imparfait mais entier, créé par mes propres mains.
Mon passeport a plus de tampons de l'année dernière que des 34 années précédentes combinées. Mes toiles, certaines sombres, d'autres pleines de lumière, sont accrochées à mes murs. Et la femme dans le miroir est enfin en paix. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, et qu'elle pourra peut-être aider quelqu'un qui se sent piégé comme je l'étais. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Avez-vous déjà dû tracer une ligne infranchissable avec des personnes que vous aimiez? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous, et vos expériences comptent. Et si mon histoire vous a plu, si elle a résonné en vous, veuillez envisager de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce que j'ai à partager ensuite. Votre soutien m'aide à continuer de raconter ces histoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de protéger votre paix. C'est la chose la plus précieuse que vous posséderez jamais.